Bon, chers élèves, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, dans le cadre du chapitre 5, la guerre froide en Europe et dans le monde, après avoir présenté la dernière fois une première définition de la guerre froide dans la partie 1, nous allons nous intéresser à quelques-unes des crises les plus graves de la guerre froide dans le monde. J'espère que vous êtes prêts, vous pouvez dès à présent noter ce nouveau titre sur votre cahier à la suite, et c'est parti. Petit rappel chronologique tout d'abord, pour indiquer que la guerre froide, débutée en 1947, dure environ 45 ans et se termine à la fin du XXe siècle en 1991. Second rappel, pour indiquer les territoires qui sont concernés par la guerre froide. Durant la guerre froide, nous sommes dans un monde bipolaire, c'est-à-dire divisé en deux pôles, deux camps, deux blocs. Le premier de ces camps est celui des États-Unis qui crée par exemple une alliance militaire que l'on appelle l'OTAN en 1949, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui réunit les États-Unis, le Canada et par exemple quelques pays d'Europe de l'Ouest dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne de l'Ouest. La base idéologique de ce camp que l'on appelle le camp occidental est marquée par le capitalisme et la démocratie. L'autre camp est dirigé par l'URSS, qui, par exemple, crée également une alliance militaire en 1955 avec certains de ses alliés. Cette alliance porte le nom de Pacte de Varsovie et elle réunit, sous la direction de l'URSS, un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, dont la Pologne, la Hongrie et l'Allemagne de l'Est. La base idéologique de ce camp est bien sûr le communisme. Je vous propose donc aujourd'hui d'étudier quelques-unes des crises les plus graves de la guerre froide. Sur votre cahier, vous pouvez inscrire ce premier sous-titre, Corée, Cuba, Vietnam, les crises de la guerre froide dans le monde que nous allons présenter brièvement. La guerre de Corée, 1950-1953, va nous amener tout d'abord en Asie de l'Est. La crise de Cuba en 1962 nous emmènera dans les Caraïbes, en Amérique, et la guerre du Vietnam en 1963 jusqu'en 1975 nous emmènera à nouveau en Asie du Sud-Est cette fois-ci. Nous commençons par la guerre de Corée entre 1950 et 1953. La péninsule de Corée se situe en Asie de l'Est, à l'est de la Chine, qui devient communiste en 1949, donc un an avant le début de la guerre de Corée, au sud de l'URSS. De l'autre côté, le Japon, puissance vaincue à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et le Japon qui se reconstruit après la guerre sous l'influence centrale et la domination des États-Unis. La péninsule de Corée que nous voyons ici a été colonisée par la dictature militaire japonaise depuis 1910 et pendant toute la Seconde Guerre mondiale. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le nord de la Corée est occupé par les armées de l'URSS, tandis que le sud est occupé par les armées américaines. Le projet de réunification de l'ensemble de la Corée dans un seul pays ne va finalement pas avoir lieu puisque la guerre froide débute et le contexte de guerre froide, d'opposition idéologique entre communisme et capitalisme, va faire entrer donc la Corée dans un conflit sanglant. Les Coréens du Nord vont progressivement installer un système et un gouvernement communiste au Nord, tandis qu'au Sud, avec l'appui des Américains, eh bien, ce sont les valeurs capitalistes qui vont s'imposer. Le conflit éclate en 1950 et entre 1950 et 1953, il va y avoir une série tout d'abord d'offensives ici de l'armée nord-coréenne communiste, puis de ripostes des Sud-Coréens aidés par une intervention des Nations Unies, principalement des États-Unis, une riposte à nouveau de la Corée du Nord soutenue par la Chine communiste, jusqu'à ce que peu à peu la zone de conflit s'installe autour de cette ligne qui sera la ligne d'armistice en 1953. Cette photo nous aide à comprendre l'intensité de ce conflit. Elle nous présente un débarquement des forces de l'ONU, une photographie qui nous rappelle certaines scènes de la Seconde Guerre mondiale.
Malheureusement, comme dans tout conflit, c'est la population et la population civile qui est au cœur de ce conflit et qui paye un lourd tribut, un dur prix. Ici, une photographie qui nous montre une adolescente coréenne portant son jeune frère et juste derrière elle, vous pouvez apercevoir un char américain qui nous rappelle la présence donc de ce conflit durant toutes ces années. En 1953, un armistice est signé entre la Corée du Nord communiste et la Corée du Sud capitaliste et pro-américaine, c'est-à-dire soutenue par les États-Unis. Ce n'est techniquement pas un traité de paix. Voilà aujourd'hui comment est divisée la péninsule coréenne. Aujourd'hui, au nord de cette péninsule, il y a une des dictatures les plus terribles du monde, une dictature communiste, la Corée du Nord, à l'heure où nous parlons. Au sud, la Corée du Sud, depuis la fin de la guerre en 1953, est devenue progressivement démocratique et est restée capitaliste. Un dernier mot pour rappeler que cette guerre a été terrible pour les populations, plus de 2 millions de morts. Premier conflit donc de la guerre froide que nous présentons. Deuxième exemple que nous étudions maintenant, la crise de Cuba en 1962, dans les Caraïbes, en Amérique. Pour comprendre cette crise et son importance, elle est souvent décrite comme la crise la plus grave de toute la guerre froide. Il faut bien voir la localisation de Cuba au cœur des Caraïbes et très proche des États-Unis. 1959, une révolution amène au pouvoir Fidel Castro, Che Guevara, des militants révolutionnaires qui renversent le dictateur qui dirigeait Cuba, et ces dirigeants, Fidel Castro en particulier, vont peu à peu rapprocher Cuba du camp communiste, du camp de l'URSS. L'URSS décide progressivement d'installer des bases de lancement de fusées à Cuba. On les voit représentées ici par ce triangle rouge. L'URSS installe ces bases de lancement pour protéger, du point de vue communiste, pour protéger Cuba des menaces des États-Unis qui ont déjà, en 1961 d'ailleurs, tenté de débarquer à Cuba et de renverser le gouvernement dirigé par Fidel Castro. De l'autre côté, les États-Unis voient l'installation de missiles et de rampes de lancement de missiles à Cuba comme une menace évidente pour leur territoire. Regardez la limite de portée de 1800 km indiquée sur cette carte. Ça veut dire qu'une partie des États-Unis et de l'Amérique centrale est directement concernée par une attaque éventuelle à partir de Cuba, une attaque soviétique en direction des États-Unis. Le président de l'époque décide d'organiser un blocus maritime, c'est-à-dire de bloquer tous les navires, tous les bateaux soviétiques qui viendraient apporter ici, amener des missiles soviétiques sur Cuba. Et donc cette crise est montée en intensité puisque pendant une dizaine de jours, en octobre 1962, pour la première fois de la guerre froide, l'armée américaine peut se retrouver directement au contact de l'armée soviétique qui amène donc ces missiles à Cuba, les rampes de lancement étant déjà construites. Et la crainte est bien évidemment qu'il y ait une guerre nucléaire puisque ce sont les armes nucléaires qui sont au cœur de cette crise. Les acteurs importants de cette crise, il est possible de les présenter en quelques secondes. Le président américain de l'époque était Kennedy. C'est lui qui a décidé notamment la mise en place du blocus maritime. Du côté soviétique, le secrétaire général du Parti communiste était Khrouchtchev, Nikita Khrouchtchev, et le dirigeant dont nous avons parlé, donc de Cuba, Fidel Castro. Finalement, à l'issue d'une dizaine de jours de très haute intensité qui a maintenu le monde entier en alerte, ne sachant pas s'il y allait y avoir une apocalypse nucléaire, une troisième guerre mondiale, finalement, Khrouchtchev va demander, avant que ces bateaux n'atteignent la zone du blocus américain, Khrouchtchev va demander à ses navires soviétiques de faire demi-tour car il ne souhaite pas la guerre.
L'intérêt de cette crise, c'est de compléter la définition de la guerre froide et de voir que si la guerre froide est un conflit idéologique, cette guerre froide ne permet pas un affrontement militaire direct entre les deux grands, et cette caricature l'illustre bien. Nous voyons ici le dirigeant soviétique, Khrouchtchev, en train de faire un bras de fer symbolique avec le dirigeant américain Kennedy, et chacune des deux grandes puissances menace d'appuyer sur le bouton qui lancerait une bombe nucléaire, ici une bombe à hydrogène, sur son adversaire. Chacune des deux grandes puissances n'a pas intérêt à déclarer une guerre, surtout nucléaire, à cette époque, et cet équilibre qui va exister durant toute la guerre froide permet de définir ce qu'on appelle une guerre froide. Il n'y a pas eu de guerre chaude dans le sens où il y aura une troisième guerre mondiale. Cette guerre froide, elle repose également donc sur ce que l'on a appelé l'équilibre de la terreur. Si jamais l'URSS décide de lancer une bombe atomique sur les États-Unis auraient le temps de riposter et de faire de même. Aucun des deux grands n'a intérêt à cela, c'est ce que l'on appelle donc l'équilibre de la terreur. Pour comprendre l'équilibre de la terreur, il suffit de revoir ces photos d'Hiroshima après la bombe en août 1945. Nous sommes au Japon, le seul pays qui a jamais été visé donc par une bombe nucléaire. C'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette photographie nous aide également à comprendre le contexte de la guerre froide et cette peur nucléaire qui a existé pendant de très nombreuses années pendant la guerre froide. Ici, une publicité qui invite certaines familles américaines à installer un abri anti-atomique pour protéger leur famille. Troisième et dernière crise de la guerre froide que nous allons étudier dans cette partie, la guerre du Vietnam entre 1963 et 1975 en Asie du Sud-Est. Le Vietnam, au nord, la Chine communiste depuis 1949. Qu'est-ce que les États-Unis, puisqu'il s'agit d'eux, qu'est-ce que les États-Unis sont allés faire au Vietnam? Ici, il faut rappeler ce que nous avons déjà évoqué dans la définition de la guerre froide. Les États-Unis pratiquent une politique d'endiguement, c'est-à-dire ils veulent limiter, empêcher l'influence du communisme dans le monde. Et cette petite illustration nous présente un combattant communiste du Sud-Vietnam qui essaie de faire en sorte que le Vietnam devienne communiste. Et si jamais le Vietnam devient communiste, eh bien ce sont les pays voisins, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, etc. Comme un jeu de dominos, chacun de ces pays pourrait basculer à son tour dans le communisme. La présence du soldat américain de l'autre côté illustre la stratégie des États-Unis d'empêcher la diffusion du communisme dans le monde, c'est donc la stratégie d'endiguement. Alors cette illustration nous permet de reprendre l'expression qui a été utilisée pour donc qualifier cette politique des États-Unis. C'est le président Roosevelt notamment qui l'avait évoqué, qu'on appelle la théorie des dominos. Si un pays communiste devient communiste en Asie, d'autres pays risqueraient de le faire. Voilà pourquoi les États-Unis interviennent au Vietnam, donc progressivement à partir du début 60. Il n'y a pas de date précise de déclaration du conflit. Ici, j'ai retenu la date de 1963 et jusqu'en 1975. Le Vietnam, durant toute cette période, va être massivement bombardé, notamment à partir de 1965. Le nord Vietnam, donc contrôlé par les communistes, et l'objectif des Américains, c'est d'empêcher que le sud Vietnam devienne également communiste. Et donc cette guerre va être terrible également, une fois de plus, pour les populations. Les pays voisins vont être concernés également par cette guerre, le Laos et le Cambodge. La population civile, encore une fois, est au cœur de la guerre. Cette photo très célèbre nous montre des enfants vietnamiens dont certains ont été très gravement blessés, notamment cette petite fille au centre de l'image, suite à une intervention des soldats américains qui utilisent notamment le napalm, une sorte d'essence qui prend feu et qui inflige des brûlures très graves à la population. Cette image est intéressante également puisque c'est
Si les États-Unis ont été en difficulté militaire au Vietnam, ils ont été également en difficulté grâce ou à cause de ces images qui ont eu un impact médiatique considérable, puisque la question que se posent de nombreuses personnes dans le monde est la suivante: comment est-ce que le pays qui veut défendre et représenter la liberté dans le monde peut perpétrer de telles actions et amener de telles douleurs au sein d'une population? Est-ce la meilleure façon de défendre l'idée de liberté dans le monde? Et ces images-là semblent prouver le contraire. Finalement, la guerre du Vietnam s'arrête tout d'abord avec le retrait des troupes américaines du Vietnam en 1973, et en 1975, toutes les troupes du Vietnam du Nord ont envahi le Vietnam du Sud. Le Vietnam devient entièrement communiste, c'est donc un échec de la politique d'endiguement des États-Unis, et c'est une défaite militaire pour les États-Unis en 1975. Un dernier mot pour rappeler que cette guerre du Vietnam a fait plus de 1,5 million de morts. Voilà donc les 3 crises que nous avons choisi d'étudier ici: Corée, Cuba, Vietnam, pour rappeler que si, pendant la guerre froide, il n'y a pas eu de guerre directe entre les États-Unis et l'URSS, cela n'a pas empêché, dans certains pays intermédiaires, que ce soit en Corée ou au Vietnam par exemple, qu'il y a des affrontements terribles et des millions de morts. Pour terminer cette première étape, je vous propose de compléter cette synthèse. Vous la retrouverez en téléchargeant la fiche d'activité sur le site d'Histoire-Géographie. Et si vous ne pouvez pas imprimer cette synthèse, sur votre cahier, vous marquez simplement dans l'ordre les expressions que je vous propose pour compléter cette synthèse. Pensez à mettre sur pause pour compléter ce texte. Je vous propose de relire cette synthèse corrigée. De 1947 à 1991, le monde vit au rythme de la guerre froide, ponctué de crises qui se déroulent dans différents points du globe. Les États-Unis et l'URSS ayant la maîtrise de l'arme nucléaire, il n'y a donc pas d'affrontement militaire direct entre les deux grands. C'est l'équilibre de la terreur. Cela n'empêche cependant pas l'existence de plusieurs crises très graves entre les deux blocs par pays interposés, comme la guerre de Corée, 1950-1953, la crise de Cuba, 1962, ou la guerre du Vietnam, 1963-1975. Voilà, bravo pour votre travail. Si vous êtes intéressé par certaines de ces crises, je vais vous mettre quelques liens également au bas de la vidéo, en particulier sur la crise de Cuba, comme ça vous pourrez approfondir vos connaissances. À très bientôt.